Ich habe ihn sehr hoch geachtet. Je l'estimais et l'appréciais beaucoup, car il vivait l'amour du prochain et l'existence humaine. Das menschliche Sein. Er selbst war so selbstlos. Lui-même était si désintéressé, sa ténacité, son amour d'autrui, sa volonté d'aider, son désir « donnez-moi votre maladie ». Wunsch, gebt mir eure Krankheit. Il voulait aider les hommes, ceux qui croyaient en sa faculté d'aider. J'ai l'impression qu'il était réellement en mesure d'en aider beaucoup et qu'il l'a fait aussi, pour autant qu'il avait l'autorisation d'agir. Dans la nuit, je me suis mise à genoux devant une icône et j'ai pleuré toute la nuit, en remerciant Dieu pour ce miracle. Ma guérison a une grande influence sur mes relations et ma famille. Beaucoup sont venus au cercle des amis. Depuis que je m'occupe des patients qui sont déjà taxés d'incurables, j'ai conseillé beaucoup de gens et les ai fait venir dans la communauté. Là, j'ai été très surprise de voir comment ils ont changé. Beaucoup d'entre eux ont recouvré la santé. Ma sœur avait un grand problème. Elle avait un ulcère à la jambe et 2 plaies ouvertes. À travers l'une, on pouvait voir l'os. C'était terrible. Nous pensions que sa jambe aurait dû être amputée. Alors je l'ai appelée et invitée chez moi pendant le week-end pour lui expliquer l'enseignement de Bruno Gröning. Je ne pouvais toucher à l'ulcère car il était très grand. Je lui ai donné de l'eau aseptisée pour qu'elle le lave elle-même le matin. Jusqu'au mercredi matin, avant que nous allions l'après-midi à l'heure de communauté, la plaie était ouverte. Après que nous avons fait le Einstellen, elle a tendu la jambe et dit « Regarde, ma jambe est guérie. » On pouvait voir la cicatrice, mais la plaie avait disparu. J'ai frémi, j'ai tremblé, parce que je n'avais encore rien vu de pareil. C'était trop pour moi et je n'ai rien pu faire de la journée. Shelley Reginche est venue fin mai 2006 du Cameroun en Allemagne, avec des amis venus des USA, d'Australie, du Pérou, de Thaïlande, du Kazakhstan et d'environ 30 autres pays. Elle se rendit sur la tombe de Bruno Gröning à Dillenburg dans la Hesse. Dans les années 50, Bruno Gröning avait acquis une célébrité comme docteur miracle lorsque des guérisons incroyables furent rapportées et que des milliers de personnes affluèrent à ses lieux d'activité. Aujourd'hui, le cercle des amis de Bruno Gröning poursuit son œuvre. Début juin 2006, quelques 2000 amis du cercle des amis de Bruno Gröning se rencontrent à Geseke en Westphalie pour une grande cérémonie.
Shelley Ginche, ainsi que les autres amis venus du monde entier, se sont rendus à Giesecke pour le 100e anniversaire de la naissance de Gröning. Beaucoup d'entre eux ont eu des guérisons stupéfiantes, telles que Rano Adilova de Géorgie. En 1969, alors que j'avais 17 ans, il m'est arrivé un grand malheur. Je travaillais dans les champs de coton et me suis empoisonnée avec les produits chimiques que les avions déversaient sur les champs. L'empoisonnement a été très violent. J'ai eu longtemps une forte fièvre, j'ai toussé et mon état de santé s'est détérioré de plus en plus. Les médecins ont diagnostiqué une bronchite qui s'est transformée en asthme allergique. Ma santé s'est tellement détériorée que j'ai été reconnue invalide au 2e degré. J'ai suivi des traitements dans les hôpitaux de Samarkand, Tachkent, Batumi et Moscou et subi une opération mais sans résultat. Mon état de santé s'est encore détérioré et on m'a reconnue invalide au 3e degré. Comme je prenais 15 comprimés de cortisone par jour, la masse osseuse a commencé à diminuer dans les hanches et les genoux. Mes pieds se sont tournés vers l'intérieur et une jambe est devenue plus courte que l'autre de 2 à 3 cm. Je ne pouvais plus marcher normalement. À partir de 1998, je ne marchais plus qu'avec une canne et devais toujours être accompagnée. En 1990, les médecins m'ont reconnue invalide à vie et m'ont dit « Nous ne pouvons rien faire pour vous. Vivez aussi longtemps que possible. Votre maladie n'est pas guérissable. Ne restez pas allongé, sinon vous serez paralysé. » Les médecins m'ayant ainsi condamnée, il ne me restait qu'à attendre la mort. Et c'est à ce moment précis que j'ai entendu parler de Bruno Gröning et de son enseignement. J'ai été introduite à l'enseignement de Bruno Gröning en mai 1998. Et j'ai vécu un grand miracle en décembre de la même année. Cela faisait déjà 10 ans que je marchais avec une canne. En décembre, mon amie avait eu une pneumonie et ma famille décida de lui rendre visite et de lui parler de Bruno Gröning pour qu'elle puisse, elle aussi, recouvrer la santé. Au moment de rentrer chez nous, la nuit tombait déjà. Soudain, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit « Si nous rentrions à pied ?» La maison était à 8 km de là. Mon fils a répondu « Bon, mais tu me donnes ta canne ?» Là, je la lui ai donnée et suis partie. D'abord lentement et vacillante, puis je me suis redressée et j'ai marché. Je n'arrivais pas à le croire moi-même. Et les autres m'ont suivi en silence. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, mes enfants et mon mari se sont réjouis. Mais moi, j'ai gardé le silence. Et dans la nuit, je suis tombée à genoux devant une icône et j'ai pleuré. J'ai remercié Dieu toute la nuit pour ce miracle auquel je ne m'étais pas attendue du tout. Outre les personnes guéries, de nombreux médecins sont venus assister à la cérémonie d'anniversaire à Giesecke. Ils vérifient, documentent et commentent les guérisons rapportées. Ce que cette femme a vécu est un miracle. Elle peut respirer de nouveau normalement. L'asthme qui avait duré des décennies a simplement disparu. Elle peut de nouveau marcher droite et s'emboîter. Il n'est pas possible qu'une ostéoporose aussi grave se résorbe d'elle-même, ni l'asthme non plus. En 2006, le cercle des amis de Bruno Gröning compte quelques 60 000 amis. Bien que Bruno Gröning soit décédé en 1959, les amis se réunissent aujourd'hui encore dans le monde entier pour assister à des heures de communauté et des congrès. Ils y parlent de son enseignement et des succès vécus.
Nous avons maintenant ici des amis d'Afrique, nos dames du Cameroun, des amis d'Australie, puis l'Indonésie, Jakarta, la guide de communauté de Jakarta, puis l'Iran, des amis d'Iran avec leur tuteur. Et puis nous avons l'Inde. En 2006, il existe déjà des communautés dans plus de 70 pays et dans lesquelles les amis de Bruno Gröning se réunissent pour assister aux heures de communauté. Greta Häusler, directrice du Cercle des Amis, est continuellement en route pour transmettre aux gens l'enseignement de Bruno Gröning et fonder de nouvelles communautés. En janvier 2006, elle se rend en Inde pour y visiter des amis de là-bas. Sa visite est bien accueillie par les services gouvernementaux locaux de l'État fédéré du Gujarat. Elle est reçue par différents représentants politiques et on lui témoigne, ainsi qu'au Cercle des Amis de Bruno Gröning, une grande hospitalité et reconnaissance. Elle est d'abord reçue au State Parliament Ahmedabad, dans son bureau par le porte-parole de l'Assemblée législative du Gujarat, professeur Mangatbhai Patel. Nous sommes heureux que des guérisons se produisent grâce à l'enseignement de Bruno Gröning. Cela me fait très plaisir que vous vous intéressiez à Bruno Gröning et que vous m'invitiez en tant que directrice du Cercle des Amis. It enjoys me very much that you have basically an interest in the Bruno Gröning and his teaching and that you invited us this morning. 2 jours après la réception chez le porte-parole du Parlement, Greta Häusler a un nouveau rendez-vous officiel. Cette fois, elle est invitée dans le palais du gouverneur du Gujarat, Nawal Kishore Sharma. Le gouverneur reçoit Greta Häusler et les amis du cercle avec beaucoup de chaleur et de bienveillance. À vrai dire, ce qui m'a le plus étonné, car je ne connais pas cela en Allemagne, c'est que l'administration et ses responsables soient aussi ouverts à ces sujets spirituels, et à Bruno Gröning en particulier. Et justement, M. Yoshi, il a été directeur principal dans le domaine de la communication de masse et de la formation pour adultes à l'université de Surat. Et il est en contact avec toutes les universités. On est donc très ouvert ici en Inde, aussi au niveau le plus officiel, de telle sorte que même les représentants gouvernementaux étudient tout de suite nos documents sur Bruno Gröning, les regardent, sont intéressés. Et c'est une chose qu'on ne peut pas encore imaginer chez nous. Le 30 juin 2006, le gouverneur assiste à une conférence de l'ONU à Gandhinagar. Nawal Kishore Sharma est chef de l'État fédéré du Gujarat, qui compte plus de 60 millions d'habitants. Pendant la cérémonie, le gouverneur Sharma décerne à Madame Häusler, au nom de l'ONU, une haute distinction pour son engagement pour l'enseignement de Bruno Gröning et pour la paix mondiale. First, Mrs. Greta Häusler, she is International Awardee for Excellence in Bruno Gröning Teaching and World Peace. She is awarded for her outstanding contribution and dedication to science. Greta Häusler s'est vue décerner plusieurs fois en Inde des distinctions officielles pour son travail, mais également dans d'autres pays comme la Russie, Sri Lanka, l'Indonésie ou la Chine. Au Pérou, elle a été nommée invitée d'honneur de la ville de Trujillo,
en raison de son engagement pour la santé populaire. Lorsque, en 1949, Grete Häusler entend parler pour la première fois de Bruno Gröning, elle le tient pour un charlatan. Pourtant, lors d'une conférence de Gröning en 1950, elle est guérie spontanément de 3 maladies incurables. Dès lors, elle s'engage pour son œuvre et fonde 23 communautés dans l'Autriche entière. J'ai rencontré M. Bruno Gröning pour la première fois en 1950. À l'époque, je n'étais plus en mesure de croire en Dieu. J'étais malade et condamnée par les médecins. Ma rencontre avec Bruno Gröning a provoqué en moi un revirement profond. Je reconnus que Dieu existait. J'ai vécu une guérison spontanée et j'ai appris ce qu'était la santé. Et j'ai alors été la femme la plus heureuse au monde. Et le suis encore aujourd'hui. J'ai eu le grand bonheur dans les années qui ont suivi de vivre comment énormément de personnes ont pu trouver la santé et se défaire de leurs souffrances seulement parce qu'elles ont cru que Dieu pouvait les aider. Dass Gott helfen kann. Comme Grete Häusler, beaucoup de gens reçoivent la guérison dans les années 50 grâce à Bruno Gröning. Il devient connu au printemps 1949 grâce aux guérisons miraculeuses et sensationnelles qui se produisent à Herford, en Westphalie. Très vite commence un tapage médiatique qui tient tout le pays en haleine pendant des mois. La presse désigne Gröning comme Docteur Miracle. Les journaux et les revues de toute l'Allemagne dépêchent leurs correspondants. À l'époque, j'étais reporter au Journal du Soir à Munich. J'avais 20 ans, des ambitions bien sûr. Alors des informations arrivèrent de Herford sur un soi-disant docteur miracle et on m'y envoya. C'était une région que je ne connaissais pas du tout. En tout cas, je suis arrivé le soir et il y avait une foule devant la maison. Il faisait nuit et il pleuvait. C'est ce dont je me souviens. Et comme cela s'était répandu comme une traînée de poudre qu'il pouvait guérir les gens en grand nombre, toute la place Wilhelm était noire de monde. Des paralysés, des malades de toutes sortes, des estropiés avec des cannes, sur des brancards, en fauteuil roulant. Et j'ai pu voir durant la nuit, ou bien je suis resté plus longtemps, 2 jours, en tout cas j'ai pu être témoin de guérisons spontanées. Et je les ai décrites. De la cour nous parvient la nouvelle qu'un paralysé s'est soudain levé. J'y accours. Adalbert Schneider de Derschlag, entièrement paralysé des jambes depuis 3 ans, s'est levé avec l'aide de sa jeune femme et a parcouru une 20aine de mètres. Cette nuit-là, et le samedi qui suivit, je prends note entre autres des guérisons suivantes. César Zielinski de Lottinghof, paralysé de la jambe gauche et du bras droit à cause de troubles de la circulation, est guéri en l'espace de 3 minutes. Regina Schmidt de Porz, âgée de 14 ans, paralysée depuis 11 ans, est soudain en mesure de remuer son pied raidi. Un camion arrive de Cologne avec 16 personnes à bord. J'habitais autrefois à Köln-Rath. C'est une femme qui m'a mise au courant. Elle m'en a parlé, et alors nous nous sommes rassemblés parce qu'il y avait beaucoup de gens malades aussi à Rath. Et puis mon oncle a dit « Je vous y conduis tous en camion ». Alors nous nous sommes rassemblés et nous sommes rendus à Erfurt en camion. Barbara Kaas souffre déjà depuis 3 ans de graves crises de nerfs lorsqu'elle arrive à Erfurt. Cela commença par des frissons et des bouffées de chaleur. Je devais m'allonger et rester allongée plusieurs jours. C'était terrible. Je claquais des dents et ma mère devait me couvrir de plusieurs édredons tellement j'avais froid. Puis de terribles bouffées de chaleur revenaient. Et je croyais que ma tête éclatait. J'avais de telles douleurs au crâne et aucun médecin n'était en mesure de m'aider.
Il y avait une grande maison et énormément de gens. Des milliers de personnes se trouvaient là quand nous sommes arrivés. Nous avons dû attendre un moment, puis Gröning est arrivé. Il est monté sur le balcon et ensuite il a demandé « Qui a ressenti quelque chose ?» Là, dans le corps. Et j'ai pu lever le bras. Et j'ai ressenti comme une douleur étrange, une douleur très forte. C'était comme un courant qui passait en picotant des pieds jusque dans la tête. Et alors, mais ce fut très court, jusque dans la tête, et puis plus rien, c'était parti. C'était quelque chose d'étrange. Puis je me sentis beaucoup plus libre et légère. Et la maladie n'est jamais revenue. J'en suis encore maintenant tout ébahie. Gottfried Kals est témoin de la visite de Bruno Gröning chez une femme qui était paralysée depuis plus de 25 ans. Il dit alors « Madame Weber, je vous le dis, levez-vous s'il vous plaît. Vous pouvez marcher, venez à moi. » Et en effet, Madame Weber se leva et se dirigea vers Bruno Gröning. Une femme qui n'avait plus fait un pas depuis 25 ans. Elle se lève et va à sa rencontre. Cela a l'air d'un conte de fées, mais ce sont des faits réels. Le fait de revenir de la guerre en bonne santé ne m'a pas procuré plus de joie que ce moment-là. Nous n'avions pas pensé qu'une telle chose fût possible. En été 1949, de spectaculaires guérisons de masse se produisent dans un haras de Bavière. Des dizaines de milliers de personnes affluent chaque jour au Traberhof à Rosenheim pour voir Gröning. Des malades viennent aussi de l'étranger. Il se déroule des scènes inimaginables. C'était un véritable tourbillon, les journaux en étaient pleins. Naturellement, nous étions tous très curieux de voir ce que nous allions découvrir. Et quand nous arrivâmes à proximité du Traberhof, d'un seul coup, « Hosanna, Hosanna, Hosanna !» Je l'entends encore comme si j'y étais, c'était bouleversant. Und was war geschehen? Es war eine ältere Dame, das war die Großmutter, die hatte ihren Enkel. Et que s'était-il passé? Une vieille dame, c'était une grand-mère. Elle avait son petit-fils avec elle et elle le poussait dans une voiture. Et d'un seul coup, il s'était levé et marchait. Et ce fut une sensation, ce fut vraiment une sensation. Il s'était levé d'un seul coup et marchait. Et il avait été paralysé pendant des années. Partout où Bruno Gröning arrive, il est assailli d'une armée de malades. C'est ainsi que le journal du soir de Munich écrit le 2 septembre 1949 « Hier soir et cette nuit, il y a eu à Munich, en 3 endroits de la ville, d'énormes rassemblements de personnes qui attendaient Bruno Gröning pour obtenir de lui la guérison. La police a essayé de maintenir l'ordre avec des voitures de patrouille et l'aide de police secours. Jusque tard dans la nuit et malgré une pluie battante, quelques 4000 personnes se sont rassemblées devant la Hetlagerhaus et environ 1500 devant le Nymphenburg et autant sur la place des Alpes. Le journaliste Rudolf Spitz rapporte une chose semblable. À 19h, il y avait des milliers de personnes dans la Sonnenstraße. À 22h30, elles étaient encore là. J'ai vécu beaucoup de choses en 5 années de guerre, mais rien ne m'a autant bouleversé que les 4 heures passées en face de Bruno Gröning et du défilé épouvantable de misère et de souffrance. Il était assailli d'épileptiques, d'aveugles et de paralysés avec leurs béquilles. Des mères lui présentaient leur enfant paralysé. Il y eut des évanouissements, des cris, des supplications, des demandes, des vœux, des soupirs. Mais les événements autour de Bruno Gröning éveillent aussi des résistances. Malgré la bonne volonté du ministère de l'Intérieur et du président de la Bavière, le ton devient nettement plus rude. Il y avait aussi quelques professeurs qui se sont crus obligés de le faire passer pour un charlatan et de décrire tout comme s'il ne s'agissait que de suggestion ou d'autosuggestion. C'était bien sûr facile à dire. Ils ne voulaient pas étudier le phénomène de plus près. Cela n'était pas non plus compatible avec leur vision du monde issue de la médecine officielle. Depuis que Bruno Gröning est très populaire, il est surveillé par l'administration. À Erfurt, il avait déjà reçu, début mai 1949, une interdiction de guérir.
En Bavière aussi, on lui interdit en septembre 1950 de guérir, malgré la bienveillance des premiers moments à son égard. Par la suite, on intente un procès contre lui en 1951-52 pour pratique illégale de la médecine. Mais ses partisans ne sont pas les seuls à considérer la manière d'agir de l'administration comme excessive. Il n'était pas nécessaire de l'interdire. Il n'y avait aucune raison pour cela. Le président du conseil Ehart avait dit lui-même qu'il fallait le laisser agir. Bien sûr, il fallait y mettre de l'ordre. Mais la loi ne disait pas que... Enfin, en tant que non-juriste, je ne peux pas en juger, mais cela ne m'a jamais dérangé. Gröning est acquitté. Cependant, on exige explicitement de lui de renoncer à l'avenir à toute activité de guérison sans autorisation de l'État. Pour éviter un nouveau conflit avec la législation, Gröning fonde une association. L'Union Gröning doit lui assurer la liberté de mouvement pour son action spirituelle. Il crée des communautés pour les personnes en quête d'aide et les personnes guéries. Ses amis y tiennent des réunions appelées « heures de communauté », se consacrent à son enseignement et font part de leur succès. Dans ces heures de communauté, Bruno Gröning n'apparaît lui-même qu'en tant qu'orateur et fait des conférences sur la foi, mais n'exerce aucune activité de guérison. Malgré cela, il continue de se produire des guérisons inexplicables. Nous avons vidé une pièce complètement et y avons installé des planches sur des tréteaux. Et 60 personnes pouvaient y prendre place. Cela a marché sans problème. Et ils ont amené une jeune fille d'à peine 18 ans sur un brancard qu'ils ont déposée comme ça, sur le côté. La jeune fille était entièrement paralysée et pendant les 4 heures qu'a duré la conférence, elle a été guérie, sans que Bruno Gröning fasse quoi que ce soit. Et à la fin, après les 4 heures de conférence, elle est montée par-dessus tous les bancs pour ressortir. J'avais une appendicite. Le docteur disait qu'il fallait opérer, que c'était très urgent. Cela me faisait aussi très mal. Après que Bruno Gröning est venu, les douleurs n'étaient plus si fortes. Il est revenu 3 mois plus tard, et là, il a bien fallu que je lui dise « les douleurs sont parties ». Et elles sont si bien parties que je ne les ai plus ressenties jusqu'à aujourd'hui. L'appendice est encore à sa place. Malgré, ou justement à cause de telles guérisons, Bruno Gröning est accusé encore une fois en 1955. Un procès spectaculaire qui devient un événement médiatique commence devant le tribunal de Munich et va durer plus de 4 ans. Une expérience extrêmement douloureuse pour Gröning. Il m'a fait de la peine. Il me faisait déjà de la peine à l'époque parce que je ne pouvais m'empêcher de penser qu'on abusait de lui. C'est pourquoi il nous faisait pitié, à ma femme et à moi. Fin novembre 1958, Gröning se rend à Paris avec sa femme. Tandis qu'à Munich, le procès entrait dans sa phase décisive, il se fait examiner par un ami médecin spécialiste du cancer à la clinique Henner, non loin de Montmartre. Le diagnostic est cancer de l'estomac à un stade avancé. Bruno Gröning ne verra pas la fin du procès. Malgré 2 opérations, le 8 décembre et le 22 janvier, il meurt le 26 janvier 1959 à Paris. La nouvelle de sa mort est un choc pour beaucoup d'amis de Bruno Gröning. Ce que j'ai ressenti, c'était seulement que je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas pleurer non plus. Rien. J'étais un peu attristée et affligée qu'il soit parti si tôt et ne puisse plus continuer d'agir. Oui, nous avons pensé que c'était fini. Nous nous sommes encore rencontrés plusieurs fois et chacun pensait que cela n'aurait pas de suite. Sa femme fait incinérer le corps de Bruno Gröning dans un crématorium parisien et transporter l'urne en Allemagne. Un service funèbre a lieu à Ploringen le 5 février,
ainsi que l'inhumation quelques jours plus tard à Dillenburg dans la Hesse. La Cour d'appel de Bavière déclare le 18 février 1959 le procès contre Gröning terminé pour cause de décès de l'accusé. L'arrêt de cassation ne sera pas prononcé. Ainsi, aucun jugement définitif n'est prononcé dans ce litige qui s'est étendu sur 4 ans et 3 instances. La plupart des amis de Bruno Gröning se dispersent alors. Pourtant, un petit nombre d'entre eux croient à une prédiction surprenante qu'il a faite. J'ai pensé que c'était dommage qu'on ne le voie plus. Mais il a dit, « Quand je serai retourné au Père, je serai encore parmi vous. » Oui, il a dit, « Quand je ne serai plus, tous ceux qui demanderont de l'aide la recevront s'ils font ce que j'ai dit. » Il disait toujours, « Quand je ne serai plus avec mon corps sur cette terre, je ne serai pas parti. Je serai encore là. » C'était sa conviction. Quand Grete Häusler se rend en Inde en janvier 2006, il y a longtemps que la prédiction de Bruno Gröning s'est avérée juste. Ainsi que dans beaucoup d'autres pays, il y a en Inde des dizaines de communautés du cercle des amis de Bruno Gröning. Ici, Grete Häusler rend visite à une communauté dans une école supérieure de futurs professeurs près de Gandhinagar. Je vous souhaite une bonne heure de communauté, bénie de Dieu. I wish you a good from God-blessed community with us. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ईश्वर के आशीर्वाद आपकी कमेंट को मिले। Il y a en Inde des communautés depuis le milieu des années 90. Manfred Fortmann, qui accompagne Grete Häusler pendant son voyage, se souvient de cette époque. Es begann alles damit, dass ein Inder, der in Deutschland lebt, ein Herr Agrawal. Tout a commencé grâce à un Indien qui vit en Allemagne et qui s'est adressé à Madame Häusler pour lui demander si le cercle des amis ne pouvait pas être actif aussi en Inde et s'il pouvait contacter sa famille. Madame Häusler hésita d'abord, parce qu'il existe déjà ici en Inde tellement de groupes spirituels, des maîtres et des guérisseurs et tout ce qu'on peut imaginer. Nous faisions donc des réserves, mais cette première visite eut quand même lieu et je fus tout de suite de la partie. Et cela nous a tellement bouleversés de voir la vie en Inde, la pauvreté des gens. Beaucoup dorment comme cela au bord des routes, dans la saleté. Et les enfants, la mendicité enfantine. Cela nous a tellement touchés que nous avons dit « Il manque Bruno Gröning ici en Inde pour aider vraiment les hommes ». Des congrès ont déjà lieu régulièrement depuis quelques années dans plusieurs régions de l'Inde, comme ici, à Gandhinagar, en janvier 2006. Au cours de ces congrès, les amis captent en commun le Heilstrom, échangent leurs expériences faites avec l'enseignement de Bruno Gröning et écoutent les témoignages de réussite. À cette époque-là, le professeur Nanubai Yoshi était guide national du Cercle des Amis en Inde. Yeah, it's a historical moment, event for me that Ce fut pour moi un événement historique que d'entrer en contact avec le cercle des amis. Ils étaient là. Madame Häusler était là. C'était un congrès international de médecine parallèle. Mais je fus tout le temps au stand du cercle des amis de Bruno Gröning. Oui, je m'en souviens. Nous avions fait plusieurs conférences et vous avez assisté à toutes. C'était la première fois que nous nous rencontrions. Puis je vous ai demandé de venir au Gujarat. Par la suite, vous êtes arrivé un beau jour en Inde
Et de Bombay, vous êtes venu à Surat au Gujarat. Et nous avons fait, pour commencer, 3 conférences d'introduction. C'était difficile au départ de faire se développer les communautés en Inde. Et la situation a vraiment changé quand M. Yoshi est venu au Cercle des Amis. Et il a obtenu, peu de temps après, une grande guérison. Il était très malade et souffrait de diabète. Son taux de sucre était très élevé, au-dessus de 500, et il devait suivre une diète sévère. Je fus invité à la Semaine des Jeunes à Berlin. J'avais le diabète et souffrais beaucoup. Ma jambe et mes articulations faisaient mal, mes yeux étaient affaiblis, mes dents aussi. Et mon état de santé était très mauvais. Mais pendant la Semaine des Jeunes, je me suis senti très bien, très à l'aise. Et j'ai commencé à manger des choses sucrées et aussi de la glace. Mais je ne pouvais pas mesurer ma glycémie. Diabetes. But after that, I have to visit the University of Oxford. J'ai dû ensuite me rendre à l'université d'Oxford. Et pendant mon séjour en Angleterre, j'ai logé chez un médecin indien. Celui-ci a contrôlé mon taux de glycémie, lequel était de 155 ou 160. C'était un miracle, car il était très haut depuis 15 ans. Parfois entre 500 et 540, malgré les injections d'insuline. J'étais un cas médical tout particulier. Et j'ai obtenu la guérison pendant la Semaine des Jeunes à Berlin. Cela a été un événement historique pour moi. Et je serai toujours reconnaissant envers Bruno Gröning. Le professeur Nanubhai Yoshi a permis au Cercle des Amis en Inde d'entrer en contact avec des universités, des professeurs, des hommes politiques et d'importantes personnalités de la vie publique, comme par exemple le docteur Priya Ranjan Trivedi, chef du Parti vert indien, qui est aussi guide de communauté dans le Cercle des Amis. Our leader in North India, Delhi, Trivedi ji, from Bruno Gröning Circle of Friends. Une semaine après son voyage en Inde, Grete Häusler se rend en Afrique en février 2006. Elle y dirige un congrès à Koforidua, au Ghana, auquel assistent également des amis d'autres pays africains. L'un d'entre eux est le docteur Do Ganyonga, roi de Balinyonga au Cameroun. Si vous êtes comme moi, chef d'une grande famille et à la tête d'une importante population, et si vous voulez aider les gens, je pense que cela est la meilleure chose dont vous disposez. Et cela ne coûte rien du tout. Il y a beaucoup de gens que cela peut aider. Beaucoup de gens qui ont énormément de problèmes sérieux. Il est possible de les aider de cette manière. Je m'appelle Samson Adjetai et suis guide de la communauté d'Accra au Ghana. Je vous montre maintenant un peu du paysage et des témoignages de réussite du Ghana. Les premières communautés d'Afrique ont été fondées dans le milieu des années 90. D'abord en Afrique du Sud et en Namibie. Ensuite dans d'autres pays comme le Congo, le Togo, le Burundi, l'Angola, l'Ouganda et la Tanzanie, la Tunisie, le Maroc et le Soudan. Et aussi à l'île Maurice et Madagascar. Samson Adjetai se rend chez des amis de la communauté d'Accra. Au Ghana, comme dans d'autres pays africains, des guérisons surprenantes se sont produites ces dernières années. Hello. Oh yeah. Hello, Mr. Samson. You're welcome. Yeah, how are you? Fine. How's your wife? Alfred Kwasi Agbetsiafa a été guéri d'une maladie cardiaque et par gratitude, il est déjà actif depuis quelques années au sein du Cercle des Amis.
Sa femme Lily avait souffert d'asthme pendant 35 ans et a été également guérie. Un médecin du Togo est également venu au congrès au Ghana. Oui, j'ai connu l'enseignement de Bruno Grün à travers la quête de la guérison de ma femme, qui était malade depuis 8 ans. Elle avait de violents maux de tête, c'est-à-dire les migraines, qui s'accompagnaient d'asthénie générale, la fatigue, dyspnée, elle n'arrivait pas à respirer. Bref, un malaise général. Elle dormait à peine, elle passait pratiquement des nuits blanches. Elle ne pouvait même plus faire le ménage, donc ce qui m'a conduit à chercher une fille de ménage pour s'occuper de mes enfants. C'est alors qu'un ami m'a parlé de l'enseignement de Bruno Grün, qu'un congrès devait se tenir au Ghana du 3 au 5 février 2006. Je n'avais pas de choix parce que j'avais perdu énormément d'argent pour la soigner. Comme c'était une guérison spirituelle, il a fallu que je m'y aventure. Je me suis rendu au Ghana, j'ai suivi le congrès et le 7, j'étais revenu à Lomé et progressivement, elle revenait à elle-même. Les maux de tête ont disparu, plus de maux de tête, la respiration, le sommeil est revenu, elle dort bien, la joie revient dans la famille. Mais au bout de 3 mois, progressivement, toutes ces douleurs, tous ces malaises sont disparus. Et ma femme est guérie. Je rends grâce à Dieu. Maintenant, elle dort, elle fait son ménage elle-même. Nous n'avons plus besoin d'un enfant pour s'occuper de nos 3 enfants. Donc, elle est complètement guérie. Shelly Reginche du Cameroun est également venue au congrès au Ghana. Elle souffrait de malaria depuis son enfance. Pendant des décennies, elle avait eu des crises de paludisme avec fièvre et violents maux de tête. Je devais toujours aller à l'hôpital à cause de la malaria. J'avais essayé tous les nouveaux médicaments, mais rien ne semblait agir. J'avais travaillé à l'hôpital avec beaucoup de médecins. J'étais allée d'un médecin à l'autre, dans l'espoir d'obtenir un traitement. Ils avaient tous pitié de moi et faisaient ce qu'ils pouvaient, mais ma santé ne s'améliorait pas. Je connais Madame Che depuis de longues années. J'ai vécu 11 ans au Cameroun. Il était une de mes collègues à l'hôpital. Elle est diététicienne. Je travaillais à l'hôpital de la province de Bamenda. Elle était en fait très bien soignée. Elle allait voir tous les mois un professeur renommé dans la capitale Yaoundé, lequel la soignait spécialement pour la malaria. Elle avait essayé toutes les formes possibles de thérapie, ainsi qu'elle me l'a raconté, aussi la méthode traditionnelle. Elle a adapté sa nourriture, essayé tout ce qui était en son pouvoir et ce que la médecine traditionnelle offrait. Malgré tout cela, elle n'arrivait pas à sortir de ce cercle vicieux. Toutes les 4 à 6 semaines, une crise de paludisme. Madame le docteur Ganyonga connaissait très bien mon problème. Elle me donnait le fascicule d'introduction à l'enseignement de Bruno Gröning et me dit qu'elle croyait que celui-ci allait m'aider. Avant de retourner en Allemagne, elle m'a apporté quelques cassettes d'introduction à l'enseignement de Bruno Gröning. Je les ai écoutées tous les jours, matin et soir, et essayé en même temps de faire le Einstellen. Et peu à peu, je me suis sentie mieux. Au bout d'1 an, je suis retournée au Cameroun. Et la toute première fois que je me suis rendue du village de mon mari dans la capitale de la province, et c'est une ville d'environ 100 000 habitants, et que je suis allée sur la Commercial Avenue, la rue commerçante principale, Madame Che a été la première personne que j'ai rencontrée. Je dois dire que cela m'a beaucoup impressionnée. Je ne savais pas comment elle allait et j'ai dit « Madame Che, que faites-vous ici? Comment allez-vous ?» Et elle m'a répondu qu'à vrai dire, elle allait bien. J'avais réellement oublié la malaria depuis 2004.
Je n'y avais même plus pensé et j'ai constaté que j'allais vraiment bien. C'était donc en avril 2004. Et depuis, elle ne s'est plus sentie malade. Elle a eu peur un certain temps de faire le test car elle pensait « Si j'ai de nouveau la malaria dans le sang, alors je cesserai à nouveau de croire. » En 2006, elle a pris son courage à deux mains et a fait une analyse de sang, et une autre 2 mois plus tard, et elle n'avait plus d'agents pathogènes. Et il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Je souhaiterais que tous les gens s'ouvrent et acceptent l'enseignement de Bruno Gröning pour que tous ceux qui ont besoin d'aide puissent la recevoir. Pourquoi ne pas aider tous les habitants du Cameroun et de toute l'Afrique? Mon vœu concernant l'enseignement de Bruno Gröning est que de plus en plus de gens reçoivent cet enseignement et l'acceptent pour que toute la misère humaine soit éradiquée, pour que les gens puissent vivre et se sentir êtres humains comme partout dans le monde. Je viens de vivre cela à Nairobi. Il y avait là un homme qui avait, après un grave accident, de violentes douleurs dans les 2 épaules. Une vertèbre cervicale avait été fracturée. 3 opérations. Pendant plus de 10 ans, des douleurs du niveau 7 sur 10, malgré les médicaments, donc des douleurs des plus intenses. Il assiste à la conférence, ressent ce picotement dans le corps. À la fin, on demande « Qu'avez-vous ressenti ?» Il me regarde et dit « Je n'ai plus rien, les douleurs sont parties. » Après 10 ans, avec toutes les possibilités, la morphine, donc les médicaments les plus forts, les douleurs disparaissent spontanément. Et si vous êtes témoin d'une chose pareille, les guérisons spontanées ne sont pas la règle, mais elles se produisent. Et cela après des années. Alors vous savez, c'est la réalité. Cela existe vraiment. La guérison par voie spirituelle, selon l'enseignement de Bruno Gröning. Ce ne sont pas des histoires. C'est une vérité dont chacun peut profiter s'il le veut. C'est aussi le but de notre travail au sein du groupe médico-scientifique spécialisé de donner une base à cela. M. Gröning disait toujours « Je ne veux pas d'argent, je veux seulement un acte écrit comme preuve. » Et je comprends de plus en plus. Les gens ont besoin aujourd'hui de le voir noir sur blanc. Sinon, ils pensent que ce sont des histoires, des contes de fées. C'est pourquoi nous avons formé des centaines de personnes qui veulent nous aider, par gratitude, à établir avec les personnes guéries ce que nous appelons des témoignages de réussite. Also ein Geheilter oder ein eben Freund, der eine Hilfe erhalten hat. Donc, une personne guérie ou un ami ayant reçu une aide raconte cela dans la communauté. Les communautés se réunissent toutes les 3 semaines et ce rapport y est tout de suite consigné par le responsable des témoignages de réussite ou par un aide sous forme de rapport immédiat. On note donc tout de suite, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé. Et ce rapport est complété en l'espace d'1 ou 2 semaines lors d'un entretien avec la personne guérie. C'est un peu comparable à un rapport d'expertise. Qu'y avait-il avant? Quand la personne est-elle venue au cercle des amis? Et que s'est-il passé au cours de la guérison? Tout cela est écrit dans le rapport. Puis ce rapport arrive dans un groupe de travail dont l'un des membres est médecin. On y vérifie si ce qui a été écrit a un sens, s'il s'agit de quelque chose qui valait la peine d'être rapporté, ou bien s'il s'agit vraiment d'une guérison. Tout cela est vérifié. Indem wir Einblick nehmen in die Diagnose und on vérifie les résultats d'examens qui ont mené au diagnostic et aux thérapies appliquées par les médecins ou cliniques qui ont soigné la personne concernée avant sa guérison. Oui, nous pouvons laisser la rubrique affection comme elle est et l'accepter. Nous pouvons donc passer aux rubriques 2 et 3. Si on soupçonne une guérison par voie spirituelle,
nous conseillons en règle générale de passer un examen de contrôle par un médecin indépendant qui ne fait pas partie du cercle des amis de Bruno Gröning. Mais si le rapport est vraiment exceptionnel, il est alors documenté et commenté par le médecin. Le médecin le prend dans la commission de contrôle supérieure, pour ainsi dire. Il s'agit d'un cercle de travail composé de médecins, de différents spécialistes, de vétérinaires, de psychiatres, et qui vérifie encore une fois le rapport à fond. Ils s'examinent encore une fois dans leur domaine spécialisé s'il s'agit vraiment d'une guérison par voie spirituelle qui ne peut pas s'expliquer autrement. Elle refait faire un examen par le médecin, lequel constate lui-même qu'il y a une amélioration. Les articulations ne sont plus enflées, la délivrance des douleurs persiste et peut être mise en rapport avec l'introduction à l'enseignement de Bruno Gröning. Les résultats confirment ? Oui, les résultats d'examen sont merveilleux. Tout y est exactement consigné comme cela a été constaté, avec tous les résultats d'analyse, avant et après. C'est alors seulement qu'il est accrédité et classifié et qu'il peut être envoyé en Allemagne où il est répertorié dans les archives. Cela arrive ici par courrier du monde entier, de tous les pays raccordés. Nous faisons en premier ce qu'on appelle le finissage, c'est-à-dire l'archivage électronique et sur papier, l'archivage systématique des rapports par pays et par année. Nous avons ici nos archives sur papier classées par pays et par année. Et là, notre deuxième armoire avec les classeurs plus récents, également de tous les pays. Je vous montre maintenant quelques rapports de réussite d'Allemagne. Chaque personne guérie signe aussi. Tous des rapports impressionnants. Lorsque des documents sont joints au rapport, c'est-à-dire au moins un résultat d'examen médical, de manière optimale d'avant et d'après la guérison, alors ces documents sont transmis avec une copie du rapport au service de documentation. Il y a là plusieurs bénévoles qui ne classent pas ces rapports par pays ni par année, mais par catégorie de diagnostic. Pour compléter les archives sur papier, nous avons mis au point, au fil des années, des archives électroniques. Toutes les données sont centralisées sur un serveur, de sorte qu'elles sont facilement accessibles à chaque poste de travail et que chacun peut en disposer immédiatement. Il nous est possible d'accéder tout de suite aux rapports et aux documents. Tout ce qui fait partie d'un rapport entièrement documenté est sauvegardé ici. Aujourd'hui, beaucoup de médecins, de psychologues, de naturopathes et autres professionnels de la santé travaillent à la documentation des guérisons au cercle des amis. Il y a des congrès de médecins dans beaucoup de pays, comme ici près de Cologne. En décembre 1984, M. Kamp, alors étudiant, entend pour la première fois parler de Bruno Gröning. J'étais sur le point de passer mon examen d'État en médecine. J'ai étudié à Münster et à Hambourg, et je suis encore allé en ville et suis tombé par hasard sur un stand dans la rue. Il faisait très froid. C'était début décembre et l'hiver était rude. Nous avions installé une table et un panneau d'affichage avec le portrait de Bruno Gröning. À l'époque, on le dessinait encore. Et la légende « Il n'y a pas d'incurable ». Et nous étions là dans un froid glacial et distribuions des tracts. J'ai essayé de discuter avec eux pour savoir si une telle chose était vraie ou pas. Mais ils n'étaient pas prêts à discuter avec moi. On m'a dit que c'était une chose dont il fallait faire l'expérience, qu'une telle force existait et avait pour effet de guérir, et que je devais venir et le vérifier sur moi-même. Bon, c'est aussi ce que j'ai fait le jour suivant. On m'a montré comment je pouvais capter cette force. J'ai écouté tout ce qu'on m'a dit.
Il n'y avait pas de rapport de guérison, pas de documentation médicale, pas d'autres médecins, donc rien de ce qui aurait pu m'attirer extérieurement. Ce Bruno Gröning est mort. Il n'y avait rien d'apparent. C'était un petit groupe. Et en plus, je n'ai rien senti de cette force dont il était question. Il disait qu'une force supérieure existait, une force curative ou force de vie. M. Gröning l'appelait aussi la force divine, mais je ne la ressentais nullement. Bien que M. Camp suive le conseil des amis de Bruno Gröning et fasse 2 fois par jour l'Einstellen, il ne sent toujours rien au bout de 3 semaines. Je pensais, pourquoi est-ce que je ne sens rien? Certains en sont convaincus. Est-ce de la fumisterie ou bien y a-t-il quelque chose de vrai là-dedans? Quelque chose m'a tiré dans mon fort intérieur. Et là, j'ai dit dans mon cœur, seulement en pensée, « Mon Dieu, si cela est vrai, ce qu'a dit ce Bruno Gröning, s'il existe vraiment cette force dont je n'ai jamais entendu parler dans aucune de mes études, ni dans aucune université, alors, s'il te plaît, fais que je la ressente aussi une fois. » Et je n'oublierai jamais. J'étais assis chez moi seul, simplement dans cette attitude ouverte, ainsi que l'a toujours conseillé M. Gröning. Et d'un seul coup, un picotement, un courant à travers tout le corps, comme je ne l'avais encore jamais ressenti de toute ma vie. Et alors, comme si quelque chose s'était ouvert là-haut, un sentiment de bonheur d'une telle intensité et que je n'avais jamais connu auparavant. Peut-être dans mon enfance, un sentiment de liberté et de bonheur dans ma poitrine et une paix. Et à ce moment-là, j'ai su, sans que personne n'eût pu me le prouver, que Bruno Gröning avait raison. Après cette expérience personnelle, il commence à disséquer les témoignages de réussite du cercle des amis de Bruno Gröning, prend contact avec les personnes guéries et rassemble les documents. Je voudrais vous montrer ma première documentation qui est devenue, il y a des années, le fondement de tout le travail. Il s'agit d'un homme. Il faut que je regarde si je le retrouve ici. C'était une guérison du cœur. Ah, c'est sûrement dans ce classeur. C'était une guérison du cœur d'un homme âgé d'environ 60 ans. Il avait une maladie coronarienne et de l'angine de poitrine. Il s'agit de troubles de la circulation sanguine dans le cœur, donc d'une maladie organique chronique. Et il a eu une guérison spontanée. Et ça, je ne l'oublierai jamais, car c'est le premier rapport. J'étais presque médecin, mais pas encore tout à fait, qui m'a amené à parler avec quelqu'un qui avait une guérison dont je savais qu'elle n'était pas possible. Il avait souffert pendant de nombreuses années d'angine de poitrine, c'est-à-dire qu'il avait des douleurs dans la poitrine quand il faisait des efforts, 1 ou 2 escaliers, et il devait s'arrêter, ne pouvant plus respirer. Malgré tous les médicaments, il n'y avait rien à faire. Il y avait eu pendant 25 ans des maux de tête chroniques et une lombalgie grave, c'est-à-dire des douleurs chroniques au bas du dos, dues à l'usure. Donc, quelqu'un à qui j'aurais dit, s'il était venu me consulter en tant que médecin, « Bon, analgésique, peut-être peut-on encore chercher un peu au niveau du cœur, faire quelque chose en opérant. Mais sinon, il n'y a plus rien à attendre des médicaments. Il faut vivre avec. » Et lui, c'est ce qu'on m'a dit, il est allé à une introduction à l'enseignement de Bruno Gröning. Et après, il était guéri. Je lui ai téléphoné et lui ai dit, « Cher monsieur, dites-moi s'il vous plaît, qu'avez-vous fait ?» Et lui, « Rien. » Je lui dis, « Comment rien ?» Et lui, « Je suis allé à une introduction à l'enseignement de Bruno Gröning. Et là, ils m'ont dit qu'il existait une force, comme on s'ouvrait à celle-ci, et qu'il fallait se séparer en pensée de la maladie, que la maladie ne faisait pas partie de l'homme, ni de moi non plus. Et c'est ce que j'ai fait. Tiens, et je dis, et que s'est-il passé alors? Il y a eu un léger picotement dans mon corps. Tiens, et alors? Eh bien, je suis reparti. Et que s'est-il passé après? Eh bien, je suis retourné chez moi, et vous savez, j'habite au 4e étage, et l'ascenseur était en panne. Alors j'ai monté les escaliers jusqu'au 4e, et une fois arrivé devant ma porte, je me suis dit, quelque chose n'est pas comme d'habitude. Je ne me suis pas arrêté en cours de route à cause d'étouffement, et je n'ai pas eu besoin de nitrolingual. J'ai monté les 4 étages en une fois, pas d'étouffement, pas d'oppression dans la poitrine. Puis je me suis aperçu que les maux de tête que j'avais eus nuit et jour pendant 25 ans avaient disparu, et le dos était libéré aussi. Cet homme a vécu une guérison spontanée par voie spirituelle selon l'enseignement de Bruno Gröning.
Et je lui ai dit au téléphone, « Cher monsieur, je fais bien vous croire, mais personne d'autre ne vous croira. Tout le monde vous dira que vous aviez des douleurs psychogènes, que des douleurs cardiaques étaient d'origine psychique, nerveuse, que vous vous étiez peut-être surmené, que vous aviez des problèmes, ou que sais-je. Qui est votre médecin ?» Il m'a confié le nom de son médecin, il était un patient privé. J'ai demandé les résultats des examens et le diagnostic était clair, maladie coronarienne. Les résultats des examens étaient à disposition. Il y avait un test d'effort avec les réactions typiques. Tous les symptômes de maladie étaient là. Le diagnostic était sûr. Il y avait eu aussi tous les médicaments correspondants. Entre-temps, il s'était mis d'accord avec son médecin pour les réduire petit à petit, et il a même pu les arrêter complètement par la suite. Alors, je lui ai demandé de passer un examen de contrôle. Et cela a été pour moi un moment très particulier quand j'ai regardé les documents, les résultats des examens avant et après la guérison, et qu'il était démontré, grâce à des examens objectifs, et non un sentiment éprouvé par la personne, qu'il s'était passé là quelque chose, à savoir la guérison d'une maladie coronarienne. Il m'a même raconté qu'il faisait des randonnées de montagne dans la forêt noire, de la danse folklorique. Il n'avait plus de douleur. Ici, ce sont les résultats des examens avant la guérison. Il y est documenté de façon très claire qu'il s'agit d'une maladie coronarienne avec les dérivations typiques de l'électrocardiogramme. Et ici, les résultats pour la guérison. De nouveau le même examen, et les signes ont disparu, c'est-à-dire l'électrocardiogramme d'effort tout à fait normal d'une personne saine. J'ai compris depuis qu'en tant que médecin, je devais prendre au sérieux le travail ici et ce qui se passe au sein du cercle des amis de Bruno Gröning. Je ne peux pas l'ignorer. Dans les années qui suivent, de plus en plus de médecins et de professionnels de la santé viennent au cercle des amis de Bruno Gröning. En 1992, M. Camp propose à Grete Häusler de fonder un propre groupe pour le nombre croissant des amis de profession médicale. Grete Häusler est favorable. Il m'est venu une pensée, dit-elle. Groupe médico-scientifique spécialisé du cercle des amis de Bruno Gröning. Vous connaissez la suite jusqu'à aujourd'hui. Nous avons parlé dans des universités sur invitation officielle et sur demande. De plus en plus de médecins sont venus. Beaucoup de personnes viennent qui cherchent la guérison et qui sont déjà passées par toutes les instances de la médecine, et aussi des médecines parallèles, et n'ont malgré tout pas été guéries, mais continuent à chercher. Et on peut leur dire, il y a ici encore quelque chose que vous pouvez faire. Et c'est toujours une grande joie pour moi de voir aussi dans le cadre des conférences que ces personnes guérissent en partie spontanément grâce à cela. Ou bien d'apprendre par la suite, au bout d'un an ou de quelques semaines, que telle ou telle personne a été guérie après la conférence parce qu'elle a résolument tout mis en pratique. Oui, je crois que la question de savoir pourquoi je fais cela est très importante. Je n'aurais jamais pensé autrefois que je le ferais un jour, mais j'ai tout simplement remarqué, ou j'ai dû me rendre compte de par ma profession de médecin, que nous étions souvent impuissants dans notre travail vis-à-vis de ces maladies et de la souffrance des patients. C'est-à-dire qu'il vient souvent des patients qui demandent instamment « Qu'est-ce que je peux faire ou que pouvez-vous faire encore pour moi ?» Et souvent, nous n'avons pas de réponse. Et c'est pourquoi je suis vraiment heureux de pouvoir indiquer aux gens ce moyen d'accéder eux-mêmes à la guérison. Ce que j'ai appris et reconnu, je désire contribuer à le transmettre aux autres. Car il n'est pas possible que la médecine, au stade où elle se trouve maintenant, en reste au niveau de la science. Parce que cela me stimule intérieurement de savoir qu'il y a autre chose que je n'ai pas appris à l'université. Cela me procure une grande joie et m'enthousiasme de savoir que les gens peuvent recevoir de l'aide par cette voie. J'ai vécu moi-même une guérison dont je n'ai pas eu tout de suite conscience. J'avais souffert, on peut dire toute ma vie, de ce qu'on appelle des troubles fonctionnels intestinaux. Je n'avais pas besoin de me soigner, ni d'entreprendre quoi que ce soit d'autre. Mais j'avais quand même de la diarrhée tous les matins. Et cela a disparu d'un seul coup. Cela a bien sûr donné une nouvelle tournure à ma vie et m'a procuré aussi beaucoup plus de force du fait que je pouvais mieux assimiler la nourriture. Je peux dire que je suis devenu plus calme dans mon travail de médecin.
pas seulement dans mon travail avec les patients, mais aussi en ce qui concerne l'organisation de cours de formation continue, leur déroulement et les conférences. Et puis, il y a encore autre chose qui m'a beaucoup touché à l'époque. J'avais une déchirure interne du ménisque, une blessure contractée au genou droit en faisant du sport. Mes collègues m'avaient déjà proposé une opération, même aussi une opération plus importante, avec modification de la position des grands os de la jambe, ce que j'ai bien sûr refusé d'emblée. Mais je n'ai pas eu besoin non plus de l'opération du ménisque proprement dite. Grâce à la réception du Heilstrom, j'ai été guéri. Über die Aufnahme des Heilstroms eine Heilung bekommen. Je me suis réveillé un beau matin avec la moitié gauche de mon visage entièrement paralysée. Alors bien sûr, en tant que médecin, on commence à se faire des idées. Ai-je eu une attaque d'apoplexie ou bien est-ce une tumeur au cerveau? C'était très grave. J'ai alors consulté l'ORL qui me soigne. Il m'a tranquillisé et m'a dit « Monsieur Lebec, c'est une paralysie du nerf facial due à une inflammation. » J'ai quand même fait faire une spectroscopie de résonance magnétique nucléaire à la tête. Dieu merci, tout était en ordre. L'ORL m'avait dit que cela durerait au moins 2 semaines et que ce serait très fort au début. Que faire? J'avais 2 conférences dans mon agenda, l'une le samedi devant les patients et l'autre le lundi devant les médecins. Et s'entendre dire « cela va s'aggraver ?» Alors j'ai fait l'Einstellen et demandé de l'aide. Et au bout de 3 jours, tout était parti. La paralysie avait entièrement disparu. J'ai pu parler normalement et cela a été pour moi une aide tellement merveilleuse. Je souffrais d'une allergie, d'un rhume des foins déjà depuis l'âge de 18 ans. Et à l'époque, j'en avais 35. Et lorsque j'ai voulu prendre contact avec cette communauté, avec ce groupe, cela n'a pas été facile au départ. Je n'ai pu joindre personne, mais on m'a rappelé quelques semaines plus tard. C'était alors la mi-juin 1996, justement l'époque où mon problème était à son apogée. Et le jour où cette dame m'a téléphoné pour me donner un rendez-vous, les troubles étaient particulièrement graves. Après cet appel téléphonique, qui avait duré 1 minute, quand je suis rentré le soir à la maison, je n'ai soudain plus ressenti aucun symptôme. J'ai pensé, c'est étrange, que s'est-il passé? C'est bizarre, normalement je devrais me sentir très mal. Les troubles ne sont réellement pas revenus. Ils avaient disparu et ne sont pas revenus non plus les années suivantes. Cela a été très impressionnant pour moi. Au premier instant, lors du premier contact avec ce sujet, j'obtiens d'un seul coup la guérison, laquelle était inexplicable pour moi. Du point de vue médical, je ne peux pas expliquer comment quelque chose peut disparaître du jour au lendemain, une allergie qui aurait dû en fait durer jusqu'à la fin de ma vie. Étant donné que de telles guérisons par voie spirituelle se produisent indépendamment de traitements médicaux, certains se demandent si on déconseille, dans le cercle des amis de Bruno Gröning, de consulter un médecin, d'opérer ou de prendre des médicaments. Je n'ai jamais entendu dire qu'on déconseillait cela dans le cercle des amis. Bruno Gröning ne l'a d'ailleurs jamais fait lui-même. Il n'a jamais dit à personne de ne pas aller chez le médecin. Au contraire. Non. Ce serait pour moi une raison de ne pas faire partie du cercle des amis de Bruno Gröning. Im Freundeskreis wird nie von Arztbesuch oder von Medikamenteneinnahme. Au cercle des amis, on ne déconseille à personne de consulter un médecin, de prendre des médicaments ou d'opérer. Et ce qui est très important aussi, on ne donne jamais de garantie de guérison. On le souligne aussi dans les conférences d'information. Car qu'une guérison se produise ou non, cela dépend simplement de Dieu, de cette force, et de la disposition de la personne à capter cette force. Monsieur Gröning l'a toujours fait remarquer. Ce qui se passe ici au cercle des amis n'a rien à voir avec la médecine. C'est aussi pourquoi il a dit « Je ne traite aucune maladie ». Il n'est pas question ici de traitement de maladie. Il n'est pas non plus un guérisseur. Il n'y a aucun guérisseur. Il s'agit simplement de ce que l'homme trouve une nouvelle orientation intérieure et ouvre quelque chose qu'il avait oublié. Maintes personnes qui entendent parler pour la première fois du cercle des amis de Bruno Gröning se demandent s'ils ont affaire à un groupe sérieux. J'ai toujours été attachée à la religion
Et au début, j'avais des doutes, je l'avoue. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Quand on vient d'un milieu croyant, catholique, on se demande bien un peu « Où es-tu ici ?» Et on pense bien sûr au mot secte. Wo bist du hier? Dann denkt man natürlich an das Wort Sekte. Tout au début, j'éprouvais une grande joie. Oui, c'est quelque chose de beau et quelque chose de bon. Et j'en ai parlé à tous, à ma famille, à mes amis, au travail. J'en ai parlé partout. Et bien sûr, cela a suscité beaucoup de réactions de différentes sortes. Surtout, fais attention. On ne sait jamais, sois prudente. Ma femme avait assisté il y a 10 ans à une conférence et nous avions une brochure à la maison. Cela m'avait paru très suspect, la photo de Bruno Gröning également. Pour dire franchement ce que je ressentais alors, je craignais qu'elle soit éventuellement tombée sous les griffes d'une secte. J'ai alors tout de suite réfléchi à ce qu'est une secte. J'ai soupesé la chose, examiné le cercle des amis et considéré ce que je ressentais, la façon dont je le voyais, ce que j'y avais vécu jusqu'alors et examiné ce qu'est une secte en réalité. Et je me suis dit, non, ce n'est pas une secte, car le libre arbitre y est considéré comme primordial. Ce qui a été décisif pour moi et m'a permis de poursuivre le travail ici, au Cercle des Amis, c'est que la liberté personnelle est toujours respectée. Si un jour cela ne me plaît plus, je peux dire du jour au lendemain « Au revoir, je ne veux pas, cherchez quelqu'un d'autre ». Ou bien je peux partir définitivement, personne ne me court après. Personne ne m'a encore jamais dit ce que je ne devais pas faire, ou donner un ordre quelconque, ou demander de l'argent. Rien de ce que l'on entend en fait par secte n'est valable ici. Et on ne m'a jamais demandé non plus de renier ma religion. Au contraire, j'ai retrouvé la foi. Je connais maintenant énormément de propos de Bruno Gröning et aussi la plupart des discours qu'il a faits. Et cela m'a rassuré qu'il dise « Gardez votre religion, allez dans les maisons de Dieu de votre religion, de votre confession. » Je trouve toujours que c'est une bonne chose que Bruno Gröning ait montré lui-même la direction à prendre. Il a dit « Je ne veux pas fonder de nouvelles religions. Je suis ici pour tous les hommes indépendamment de leur religion, de leur nation. » Et il a même dit qu'il voulait que les hommes revivent leur foi dans leur religion et dans leur église. C'est exactement le contraire de ce que l'on entend par démarcation. Bruno Gröning a montré ici clairement la direction. Nous ne voulons en aucune façon donner l'impression d'être une secte où l'on force les gens à faire quelque chose, à renier une chose pour s'engager pour une autre, à ne pas faire ceci, à devoir faire cela. Non, le cercle des amis est libre, et c'est écrit aussi dans les statuts. Chacun peut quitter le cercle des amis sans délai s'il le désire, en toute liberté. Tout est basé sur le bénévolat et optionnel. Il n'y a pas de cotisation, rien. Peut-on concevoir une plus grande liberté ? Gerda Ritter a dans le passé organisé elle-même des séminaires sur les sectes en tant que directrice de formation dans une administration d'État et s'est consacrée de façon approfondie à ce sujet. J'ai eu affaire à ce sujet dans ma profession dans le cadre de la formation des jeunes. Il y avait ici, à Stuttgart, énormément de sectes. J'ai pensé qu'il fallait éclairer les jeunes. J'étais en contact avec les délégués aux études des sectes du ministère de la Culture et de l'Église protestante. J'ai lu aussi, bien sûr, beaucoup de choses sur le sujet et rassemblé une large documentation. Je savais donc ce à quoi je devais être attentive et j'ai tout de suite tout vérifié. Et je n'ai trouvé absolument aucun critère, même éloigné, permettant de conclure qu'il s'agissait d'une secte. Donc la première chose pour moi était naturellement que chacun ait la liberté d'agir. Il n'y a pas non plus d'adhésion, je peux venir, je peux partir comme je veux. Je peux recevoir du matériel d'information si je le désire, mais je n'y suis pas obligée.
Je n'ai pas de cotisation à payer. C'était pour moi un critère important. Je ne m'engage pas en signant un contrat. Tout est financé par le bénévolat et les dons. Et ce qui pour moi était d'une importance majeure, il n'est exercé aucune pression psychique sur les gens. C'est une chose dont on parle toujours à propos des sectes. La pression exercée sur les gens et la peur qu'on leur fait. Si tu ne fais pas cela, alors il va arriver telle ou telle chose. Je n'ai rencontré à ce jour absolument aucune situation de ce genre. Le théologien suisse Christoph Peter Baumann d'Inforel à Bâle ne trouve non plus au cercle des amis de Bruno Gröning de ressemblance avec une secte. Nous avons un projet qui s'appelle « Guide du bal religieux ». Nous avons rendu visite à toutes les communautés religieuses ou communautés qui se consacrent à des sujets religieux et les avons décrites d'après des critères théologiques précis. J'ai donc parlé entre autres avec Madame Häusler quand elle était venue à Bâle aux journées psy. Nous avons constaté qu'il ne s'agissait pas d'une communauté religieuse proprement dite, mais comme son nom l'indique, d'un cercle d'amis. Mais je ne vois, dans le cercle des amis de Bruno Gröning, aucune raison d'utiliser à tort le terme de secte pour le décrire d'une façon négative, et surtout d'utiliser des critères négatifs. Parce que le cercle des amis de Bruno Gröning n'a pas un enseignement dogmatique. Il faut que tu crois telle ou telle chose, mais chacun reste libre de juger lui-même de la chose. Et qu'en réalité, il s'agit de mobiliser les forces naturelles de guérison. Le cercle des amis de Bruno Gröning est financé uniquement par des dons. Il n'y a pas de droit d'entrée, pas de cotisation, pas de taxes, ni autre somme à payer. Toutes les dépenses sont financées par les dons des amis reconnaissants. L'expérience montre qu'au cercle des amis, il y a toujours l'argent nécessaire pour financer toutes les tâches à accomplir. Depuis le début des années 90, Manfred Fortmann est avec sa femme responsable de la trésorerie au sein du cercle des amis. Il fait déjà en 1991 une expérience capitale. Nous étions à l'époque en train de produire un film et il nous fallait bien sûr de l'argent. Les amis qui travaillaient à ce projet m'ont dit qu'ils avaient besoin de 21 300 marks pour le prochain tournage. C'était encore l'époque du Deutschmark. Et notre caisse était vide. J'ai donc pensé qu'il nous faudrait épargner. Nous en avons parlé, ma femme et moi, à Madame Häusler, qui nous a déclaré « Bruno Gröning nous a confié cette tâche et il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. » C'était un mercredi. Le week-end suivant, nous avions un congrès. Et nous avons fait l'Einstellen pour obtenir les moyens financiers nécessaires à la continuation du film, sans plus. Et le mardi suivant, donc même pas une semaine après, Madame Häusler vient me voir, tenant dans sa main quelques enveloppes, et dit « Monsieur Fortmann, on m'a remis des dons pour notre film. Comptez donc combien cela fait. » J'ai alors ouvert les enveloppes et fus très surpris. Nous avions reçu de quelques donateurs, j'en connaissais quelques-uns, d'autres pas, et certains étaient même restés anonymes, la somme totale de 21 300 Deutschmark. Et cela m'a très touché et impressionné. Et j'ai pensé, comment cela est-il possible ? Et je savais, le cercle est régi par d'autres lois que ce que l'on connaît habituellement. Si la mission nous est confiée, nous obtiendrons tout ce qui est nécessaire. Pendant toutes ces années, nous avons toujours eu l'argent nécessaire pour payer le matériel de formation, par exemple, et aussi tout le reste. Et je crois que c'est une chose unique au monde, qu'une organisation aussi importante fonctionne uniquement sur la base de dons. C'est seulement possible parce que tout ce qui aide ici, y compris la direction, ne touche aucun argent. C'est-à-dire qu'ils le font bénévolement. Et je crois que c'est une chose unique. Il y a beaucoup, des milliers de bénévoles qui mettent la main à la pâte ici, au cercle des amis.
Ma mère racontait souvent que Bruno Gröning avait dit « On ne peut pas acheter la guérison, et je ne vends pas de Heilstrom divin ». C'est une devise tout à fait claire, et ma mère y a toujours attaché une très grande importance au sein du cercle des amis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner d'argent avec rien de ce qui est fait ici au cercle des amis. Le cercle des amis dans sa totalité n'a aucun frais de personnel, et c'est une chose très agréable, car tout ce côté financier est inexistant. Personne ne se sent lésé. Chaque ami travaille ici simplement par reconnaissance, par enthousiasme, par joie et par la volonté d'aider. Und wo die Not am allergrößten ist, da ist die Hilfe Gottes am nächsten. Pour Madame Häusler également, c'est la volonté d'aider qui la pousse, avec ses 80 ans, à parcourir le monde pour parler aux hommes de Bruno Gröning. Et ce faisant, elle rencontre partout des cœurs ouverts et des gens qui adoptent l'enseignement de Bruno Gröning. Il en était tout autrement en 1959. Après le décès de Bruno Gröning, la plupart de ses amis se dispersent, et dans les premières années, il fut presque impossible de gagner de nouveaux amis à son enseignement. Les portes et les cœurs étaient fermés. J'étais désespérée. Alors je suis allée chercher ma voisine, des parents, et le lendemain ils ont dit non, rien, encore une fois. Ce fut une période tellement difficile, vous ne pouvez pas imaginer. C'est seulement après plus de 3 ans que Grete Häusler peut de nouveau être témoin d'une guérison. Elle a entre-temps 3 enfants et une femme de ménage, mais celle-ci est aveugle d'un œil et l'autre œil est très affaibli. 6 médecins, 6 spécialistes lui avaient dit qu'elle ne pourrait jamais plus recouvrer la vue. Et un jour, en l'époussetant, elle a fait tomber la photo de Bruno Gröning. Et le verre a volé en éclats. Je lui dis, « Savez-vous qui est cet homme ?» Elle tenait la photo dans ses mains et les éclats de verre par terre. « Non ?» Alors je lui dis, « C'est Bruno Gröning, et grâce à lui, j'ai été guérie. » Elle regarda la photo et dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je sens comme un courant qui me traverse des pieds jusqu'à la tête. Elle a reçu en cet instant, pour la première fois, la force guérisseuse. Et je lui ai parlé de Bruno Gröning, de ce que j'avais vécu avec lui. Peu après, elle est venue et m'a dit « J'ai très mal à la tête ». Je lui ai dit « C'est une bonne chose, cela travaille dans votre tête et c'est une bonne chose. C'est le Heilstrom qui commence à agir. » Et le jour suivant, elle vient et me dit « Madame Häusler, je peux voir. Ce matin, j'ai enlevé du pus de mon œil et depuis, je peux tout voir. » C'est seulement en 1964 que s'exauce le vœu que Madame Häusler nourrit depuis longtemps, et elle peut fonder de nouveau une première communauté à Oberhausen-Sterkrade. C'est un tout petit cercle de 4 à 5 amis. Les années suivantes, quelques nouvelles communautés viennent s'y ajouter, mais dans l'ensemble, les 10 premières années qui suivent le retour au père de Bruno Gröning sont difficiles. En 1969, quelques anciens amis se rassemblent au Traberhof à Rosenheim pour une cérémonie commémorative. Nous avons alors fêté le 10e anniversaire ici. Le Traberhof existait encore et nous nous sommes rassemblés. Monsieur Pelz et sa femme, Madame Bavet et son mari, et quelques autres amis fidèles. Et ce fut une très belle cérémonie. Au début des années 70 ont lieu pour la première fois des congrès de formation des guides de communauté. Le cercle entier des amis de Bruno Gröning ne comptait alors que 50 à 60 personnes.
C'est donc un petit nombre d'amis qui se rendent à Stuttgart pour la formation des guides de communauté. Nous étions 7 et l'année suivante, nous étions déjà 14. Et lorsque les 14 étaient là, chacun a raconté ce qu'il avait vécu avec Bruno Gröning. C'était ce qu'il y avait de plus beau, de plus merveilleux. Alors, je me suis permis de dire « Et les gens dans la rue, qu'en est-il pour eux ? Pour nous, tout va bien. S'il arrive quelque chose, nous faisons l'Einstellen. Bruno nous aide. Les guérisons se produisent. Mais les autres, comment peuvent-ils le savoir ? Donc, nous devons nous adresser au public et écrire dans les journaux que les guérisons se produisent encore. » Alors, ils me sont tous tombés dessus, surtout pas, car le calme est enfin revenu après tout ce qui avait été dit de mal sur Bruno Gröning. Et maintenant, vous voulez faire ressurgir tout cela dans la presse. Alors j'ai demandé à mon cœur et acquis la certitude que cela était nécessaire. Je suis donc allée au Neues Blatt et je les ai priés d'écrire un article sur les guérisons qui continuent de se produire. Le journal Neues Blatt fait paraître l'article en septembre 1974. Quelques 200 personnes en quête d'aide réagissent. De nouvelles communautés sont fondées et il se produit de grandes guérisons. J'avais de graves affections quand je suis venue à l'introduction chez Madame Häusler. À vrai dire, j'étais désespérée. J'avais de bons médecins autour de moi, mais ils ne savaient plus que faire. Mon mari travaillait aussi à l'hôpital. Nous étions donc bien entourés, mais aucune guérison ne se produisait. Et comme je ne trouvais d'aide nulle part, je suis venue ici au Cercle des Amis. J'avais de fortes douleurs au rachis cervical à la suite d'un accident. Une grave lésion entraînant une motricité restreinte. Un disque du rachis lombal était usé. J'avais des lumbagos, de fortes douleurs et une motricité restreinte. J'avais des troubles du métabolisme, au niveau de l'estomac et de l'intestin, une pancréatite, d'abord aiguë puis chronique, donc une inflammation du pancréas. Et je devais suivre une diète très stricte, faute de quoi j'avais de très fortes coliques. Puis une maladie permanente des reins, suppuration, affaissement, calculs rénaux, 2 grands ulcères au côlon descendant. J'avais une tension extrêmement basse, des rhumatismes musculaires des 2 côtés du rachis, souvent avec des nœuds gros comme des œufs. On me faisait des cataplasmes de boue minérale, des bains, des massages. Cela me soulageait mais ne me guérissait pas. À vrai dire, tout mon corps était tellement délabré que j'étais dépendante de l'aide d'autrui. Des aides soignantes s'occupaient de moi. L'orthopédiste m'avait dit que je ne verrais plus mes enfants grandir si je ne suivais pas ses instructions. Or, c'était mon vœu le plus cher. Et quelles étaient ces instructions ? 5 minutes de couture, 5 minutes de repassage, ne plus jamais rien porter de lourd, ne plus travailler comme aide-soignante. C'était vraiment très peu pour une famille de 7 personnes. Madame Lölgen ne pouvait plus s'occuper de son ménage, je l'ai vu moi-même. Je l'aidais assez souvent, et quand elle devait aller à l'hôpital, je la remplaçais. Et aussi quand elle était chez elle, elle devait souvent rester allongée et n'était pas capable de répondre à toutes les exigences d'une famille comptant 5 enfants. C'est ainsi que je suis venue ici, entièrement sceptique, mais je ne voyais plus aucune solution. J'étais désespérée. L'introduction a duré 4 heures. Je ne voulais plus m'en aller. Tout ce que j'entendais me faisait tant de bien. Madame Häusler m'a conseillé de laisser là tout ce qui était un fardeau, de tout remettre à Bruno Gröning. Et c'est ce que j'ai fait au fond de moi-même. Je n'ai rien dit et je pensais, si cela est possible, je n'ai rien à perdre, mais tout à gagner.
Quand je suis rentrée chez moi, toute ma famille m'attendait déjà et voulait savoir comment j'allais. Je les ai simplement priés de capter cette force et tout a bien marché. Je me suis très réjouie que mon mari accepte de le faire. Pendant toutes ses études de théologie, il n'avait jamais entendu parler de la force divine, mais il l'a sentie. Dans la nuit qui suivit, Madame Lölgen eut encore une fois de fortes douleurs, mais le lendemain matin, sa surprise fut très grande. J'ai sauté de mon lit, ce que je ne pouvais jamais faire sinon, et je n'avais plus de douleur. Après tant d'années, plus de douleur, et cela m'a rendue heureuse. Je pouvais lever les bras, tourner la tête dans tous les sens. Cela n'allait pas de soi. Je ne pouvais parfois les lever que jusqu'à mi-hauteur à cause des rhumatismes musculaires. Je ne sentais plus aucun nœud, alors qu'ils étaient très apparents avant, et plus de douleur au ventre. Et là, j'ai ressenti que Dieu était bien plus proche que ce que nous pensons, et qu'il aime et aide chacun de nous. Sur le conseil de Madame Häusler, je suis allée chez l'orthopédiste. Je lui ai dit que je retravaillais, et il a fait tout de suite des radios, car il m'avait prédit une mort prochaine si je faisais tout cela. Je n'avais plus besoin d'aide soignante, et il a constaté que le disque intervertébral était en parfait état. Je n'étais jamais sortie aussi heureuse de chez le médecin, et à l'époque, une nouvelle vie a commencé pour moi et pour mon entourage, et rien n'est revenu de toutes les maladies. Tout était parti. Oui, et c'est resté ainsi. Et cela va faire en mai 33 ans que je suis en bonne santé. Je me sens si heureuse et si bien. J'avais à peu près 40 ans quand je suis venue ici. Et je vais en avoir 74. Et je me sens tellement jeune et peux tout faire. Et cela me procure de la joie. Toute ma vie est remplie de joie. Fin 1976, le Neues Blatt publie un second article qui fait état des guérisons qui se sont produites depuis le premier reportage. L'article provoque un véritable déferlement. 2400 appels au secours arrivent d'Allemagne, d'Autriche, de la Suisse et d'autres pays. Le téléphone sonne du matin au soir. Il arrive de 25 à 100 lettres par jour et de nombreuses personnes en quête d'aide sonnent à la porte. Parfois, déjà tard le soir, des gens sonnaient à notre porte à Cologne. « Vous connaissez Bruno Gröning ? Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît ?» Ils venaient de Hollande, on ne pouvait pas les renvoyer. Ils avaient réussi à avoir notre adresse par le journal. Et je ne l'oublierai jamais. Un dimanche, un homme est arrivé chez nous au Grimberg. Il était derrière la clôture et dit « Est-ce bien ici qu'habitent les Häusler ? Maman, il y a quelqu'un. » « Oui, entrez. D'où venez-vous ? » « Je viens de Suisse. J'ai lu cet article et sais qu'on peut être guéri ici. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je le vois encore aujourd'hui comme s'il était devant moi. Il était venu de Suisse sans s'être annoncé, car il avait simplement remarqué qu'ici, il pouvait être guéri. Je me souviens que ma mère organisait des cercles de travail chez nous, dans la salle de séjour. Et les amis venaient. Et puis on écrivait des adresses. Il y avait des enveloppes et du papier, ici, là, partout. Et on mettait tout sous enveloppe. Et cela partait au courrier. C'était un vrai essaim d'abeilles qui travaillait là le soir. Ils venaient tous le soir, après le travail. Et c'est ainsi que les toutes petites communautés qui existaient déjà se sont remplies. Désormais, Madame Häusler voyage beaucoup. Comme dans les années 50, lorsqu'elle avait édifié 23 communautés en Autriche, elle est maintenant par monts et par vaux et s'occupe de personnes en quête d'aide en Allemagne, en Autriche et en Suisse. De nouvelles communautés sont fondées partout. De plus en plus d'amis l'ont accompagnée. Il y avait aussi Monsieur Epstein qui a été guéri d'un cancer. Il se produisait beaucoup de guérisons. C'était un bonheur d'être témoin des guérisons qui étaient souvent spontanées. Nous allions en Suisse, en France, en Autriche, en Bavière. Il y avait partout de toutes petites communautés. En Suisse, une salle de séjour leur suffisait. Là aussi, de grandes guérisons. Partout où Madame Häusler venait, de grandes guérisons eurent lieu. Elle n'avait pas peur du chemin à parcourir. Chaque personne en quête d'aide comptait pour elle.
Mais d'une certaine manière, cela ne convenait pas à l'association. Bien que ce fût une source de dons, on pensait que cela coûtait trop cher d'aller partout. La trésorerie avait changé. Il y avait là quelqu'un qui était directeur de banque et qui jugeait tout cela trop coûteux. Puis il fut décidé un jour que les amis de Suisse devaient tout faire tout seuls. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. L'association et son trésorier ont dit « Nous n'avons pas assez d'argent pour payer les voyages en Suisse. Donc, elle n'a plus le droit d'aller en Suisse. » On l'a rappelée à l'ordre, et elle n'avait plus le droit d'aller en Suisse. Ils ont alors été livrés à eux-mêmes. Une communauté ne peut pas être soutenue efficacement à l'aide du téléphone. Et elle s'est dissoute. Alors ma mère était dans tous ces états. On ne peut pas faire une chose pareille. On ne peut pas se laisser tout dicter par l'argent. On ne peut tout de même pas faire ce que le trésorier nous dit. La situation s'aggrave de jour en jour et arrive à son apogée le 15 mai 1979. Le comité de direction de l'association envoie à Grete Häusler une carte postale laconique lui demandant de démissionner. Lors de l'assemblée générale qui suivit, sa destitution est votée. Mon mari avait pris la parole de façon très intensive et demandé qu'on réfléchisse encore à la chose. Et Madame Häusler a quitté la pièce ainsi que mon mari. Je suis encore restée un peu, puis je suis allée la rejoindre. Pour Grete Häusler, il devient clair que dans de telles circonstances, elle ne peut plus construire l'œuvre de Bruno Gröning en commun avec l'association. Elle répond aux exigences du comité de direction et démissionne. D'un jour à l'autre, elle est coupée de tout ce qui lui était le plus cher. Oui, cela a été extrêmement dur pour elle, car elle a été séparée de tous les amis qu'elle avait. Du jour au lendemain, on lui a interdit d'entrer en contact avec ces personnes et de faire quoi que ce soit avec les amis, car ils étaient membres de l'association. Et elle était en dehors, comme, je dirais presque, comme une inconnue. Elle écrit à ce propos « Un seul pouvait m'aider en ces jours particuliers, et c'était Bruno Gröning. Je n'étais pas abattue, je n'étais pas triste, j'étais comme délivrée. C'était étrange. Au lieu d'avoir envie de pleurer, j'étais remplie de joie. Je réalisais d'abord lentement, petit à petit. Le samedi 23 juin, la pensée me vint, continuer. Et je décidai de continuer et de faire ce que je recevais d'en haut. Personne ne peut me le défendre et je ne laisserai personne me l'interdire, quoi qu'il arrive.